Nous sommes le 18 avril 2008 à l'Université de Lausanne. Nous sommes dans le cadre d'un colloque consacré aux crises et aux solutions proposées aux crises de l'Union européenne actuelle. Monsieur Jacques-René Rabier, vous êtes l'ancien directeur du cabinet de Jean Monnet. Vous êtes aussi le créateur de l'Eurobaromètre qui vise à créer des sondages et à essayer d'obtenir une information sur la vision qu'ont les populations européennes au sujet de l'évolution de l'Europe. Parlant de crise aujourd'hui, de crise de confiance, j'aimerais vous demander vous-même, quelle définition donnez-vous déjà au mot crise tel qu'il est envisagé dans ce colloque aujourd'hui? Vous venez de le dire, la crise, c'est d'abord une crise de confiance, c'est-à-dire les citoyens et souvent les gouvernements, et entre les deux les partis politiques, notamment en ce qui concerne l'Europe, ne savent pas trop où ils vont et parfois ne se souviennent plus d'où ils viennent. C'est ça la crise. Il y a un proverbe africain qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi pour savoir d'où tu viens ». Ce serait important qu'on rappelle à nos citoyens, peut-être que les élections du Parlement européen en 2009 peuvent en être l'occasion, pour tous les partis d'ailleurs, de leur rappeler d'où ils viennent. Cette Europe, même si on dit qu'elle est en crise ou qu'elle avance difficilement, ce qui est vrai, on peut discuter pour savoir si elle est en crise, qu'elle avance difficilement, c'est clair. Il est plus difficile d'avancer à 27 que d'avancer à 6, à 10 ou à 12. Mais d'un autre côté, la communauté européenne naissante, l'Union européenne, comme on l'appelle maintenant, ne pouvait pas s'enfermer dans ses frontières. Les pays qui sortaient des dictatures diverses, que ce soit l'Espagne, le Portugal ou les pays sous emprise communiste, lorsqu'ils ont demandé à adhérer à cette Union européenne, il fallait les accepter. Peut-être avons-nous eu tort, nous, les vieux Européens, si je puis dire, de ne pas renforcer nos structures en même temps que nous élargissions notre espace. C'est peut-être ça qui donne l'impression d'une crise ou d'une pseudo-crise, en tout cas d'un ralentissement de l'avancée que nous avons connue depuis un peu plus d'un demi-siècle. Alors on a justement l'impression que l'élargissement des structures est une chose qui fait très peur aux citoyens et qui est souvent l'arme utilisée régulièrement par les courants nationalistes partout en Europe. Oui, peut-être parce qu'on n'a pas assez expliqué. On se borne souvent à un langage de pure actualité et on n'explique pas assez aux citoyens et aux citoyennes le pourquoi de la chose. Prenons l'exemple de l'élargissement. On a fait appel à des notions telles que le grand marché, c'est très bien. On a dit nous allons avoir un marché élargi, c'est très bien. Ces pays vont profiter de notre avancée et eux aussi d'un marché élargi. Mais on n'a pas fait appel à la notion de solidarité. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à des notions et à des valeurs. J'ai créé le service d'information des institutions européennes, la commission, d'abord de la haute autorité, ensuite de la commission, et j'avais pour habitude de dire à mes collaborateurs, une politique d'information, c'est trois choses. C'est des news, des nouvelles, bien sûr, il faut dire ce qui se passe, ce qu'on décide, les difficultés rencontrées, ça fonctionne assez bien. Mais c'est aussi des valeurs. Il faut faire appel aux valeurs. Pas seulement aux valeurs, mais il ne faut pas oublier les valeurs. La solidarité entre les peuples de l'Europe est une de ces valeurs. Lorsque Monnet a écrit dans ses mémoires « Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des peuples », il fallait insister sur cette idée que l'union des peuples nécessitait la formation d'institutions européennes. Troisièmement, il faut des symboles. Il faut des symboles. Une politique d'information qui est pour moi inséparable d'une politique tendant à former une conscience européenne entre des pays qui sont divisés depuis la fin de l'Empire romain, quand on regarde l'histoire de nos différentes nations. Les symboles sont très importants. Bon, il y a un certain nombre d'États membres qui ont refusé que les symboles figurent dans le prochain traité. Personnellement, je le regrette. Ça n'empêche pas évidemment d'utiliser le drapeau 12 étoiles, l'hymne européen, et de fêter ce que nous allons faire le mois prochain, le 9 mai, qui est tout de même une date importante dans la création d'une Europe unie. Des news, pour parler anglais, des valeurs, des symboles. Voilà les secrets d'une politique d'information. Vous êtes le créateur de l'Eurobaromètre qui sonde les opinions européennes. Est-ce que vous avez le sentiment que
ce qui aujourd'hui est souvent, apparaît souvent comme une méfiance des populations européennes à l'égard de Bruxelles et à l'égard de ces institutions. Est-ce que cette méfiance, elle était comparable lorsque vous avez fondé l'Eurobaromètre? Oui, si j'avais à définir d'un mot, deux mots, les attitudes des masses européennes dans nos différents pays, je dirais que vis-à-vis des institutions européennes, c'est un consensus mou. Un consensus qui d'ailleurs n'exclut pas des difficultés sur tel ou tel point, souvent exploitées par les gens qui, dans une crise d'ajustement, souffrent de quelque chose qu'on impute à tort ou à raison à Bruxelles, comme on dit. J'aime pas cette expression qui met en cause nos amis belges, qu'on impute directement à la Commission européenne ou au Parlement européen. Mais il est clair que lorsqu'on interroge sur l'avenir, la plupart en tout cas les personnes interrogées qui ont des niveaux d'instruction et de politisation un peu plus évolués, un peu plus élevés que les autres, ne voient pas d'autre solution qu'une union des peuples de l'Europe, même s'ils peuvent discuter sur les formes et les délais de cette progression vers l'union des forces. Personne ne pense que les nuages d'un éventuel Tchernobyl continueront à s'arrêter aux frontières de la France. Personne ne pense que la crise de l'énergie, que la crise de l'alimentation des pays sous-développés pourra se faire uniquement en suivant le train-train, fût-ce les lois du marché. Il faut donc qu'il y ait une instance aussi large que possible qui voit les problèmes dans leur ensemble, à un moment donné, et qui les voit dans une perspective. Vous savez, jeune fonctionnaire, j'ai commencé mes armes, si je puis dire, au commissariat du plan, qu'animait Jean Monnet, justement, en 1946. Il y avait deux caractéristiques dans ce plan, qui était un plan d'orientation, pas du tout un plan à la soviétique. Il y avait deux dimensions qu'il fallait, à mon avis, reprendre au niveau européen. Voir l'ensemble des problèmes qui se posent à un moment donné. Donc des interrelations entre les compétences économiques, sociales, technologiques, etc. Et en même temps, projeter à moyen et long terme les difficultés envisagées. Donc la vue d'ensemble et la projection à moyen et long terme. Je crois que ces dimensions, qui ont été le secret du plan Monnet, qui ont amené un relèvement assez rapide de la France dans ce qu'on appelait les 20 glorieuses, je crois, eh bien, cette instance à l'intérieur des institutions européennes de vue d'ensemble entre les différentes directions générales de la Commission, par exemple, et la perspective à moyen et long terme, à 5 ans, à 10 ans, et même au-delà. Dans certains domaines, il faut voir au-delà, je pense au réchauffement climatique. Aucun de nos pays peut résoudre par lui-même les problèmes du réchauffement climatique. Donc c'est un problème qu'il faut aborder au plan européen. La faim dans le monde, c'est un problème qu'on ne peut pas aborder au plan de l'Allemagne, de l'Italie ou de la Pologne, considérés séparément. Mais alors à ce moment-là, la question qui va se poser, c'est est-ce que l'Europe n'est pas à son tour une dimension trop petite? C'est-à-dire justement, lorsqu'on parle de réchauffement planétaire, est-ce que ce n'est pas justement une invitation à une réflexion tout à fait mondiale bien sûr. Et qui ne met pas seulement l'Europe en question, mais l'ensemble de la planète? Bien sûr, mais lorsqu'il s'agit de parler à l'ensemble de la planète, il me semble que l'Europe est mieux placée que chacun de nos États considérés séparément. S'il s'agit, par exemple, d'essayer d'apporter une contribution à la fin dans les pays dits émergents, c'est souvent un euphémisme, parce que souvent ils n'émergent pas ou ils émergent très lentement. C'est un problème que la France seule, l'Allemagne seule, l'Italie seule, etc., ne peut pas résoudre. Donc il faut une politique d'ensemble, discuter ensemble. Mais alors là, après la discussion, il faut prendre la décision. Les décisions à 27, c'est un leurre. Je ne connais aucune instance qui, avec 27 personnes chargées de décider à l'unanimité, peut prendre des décisions en temps voulu. Donc il faut, d'une façon ou d'une autre, avoir des procédures de vote, des majorités qualifiées, tout ce que l'on veut, mais on ne peut pas attendre que le 27e, que ce soit la France ou Chypre, que le 27e, grand ou petit ou moyen pays, se soit décidé à rejoindre le gros de la troupe. Donc il faut, au niveau européen, des règles analogues à celles qui fonctionnent au niveau d'un gouvernement national ou dans une université, voire dans une famille où j'ai jamais vu que tous les enfants doivent être d'accord pour que le père ou la mère décide quelque chose. Alors le traité de Lisbonne va un petit peu dans cette direction. Il va un petit peu dans cette direction, oui.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas justement le risque? Aujourd'hui, on sait que l'opinion publique, je dirais, alimentée dans ses arguments par les courants nationalistes, va justement argumenter en faveur de cette unanimité en vertu des pas souvent, identités pas seulement nationales. les courants nationalistes, mais pas de nous interrompre, pas seulement. Les gouvernements, quelles que soient leurs intentions, et souvent leurs bonnes intentions, lorsqu'il y a une décision prise qui leur déplaît, ont toujours tendance à dire « c'est Bruxelles ». Lorsque la décision leur plaît, ils disent « c'est nous qui avons obtenu ». Regardez la presse. C'est comme ça que ça se passe. C'est humain, trop humain, mais il faut aussi que les journalistes apprennent, et je suis suffisamment dans ma vie de contact avec les journalistes pour savoir qu'ils peuvent apprendre, qu'il faut analyser les problèmes, pas seulement sur la décision qui a été prise hier, mais dans la perspective que cette décision annonce. Donc la critique à bon escient, c'est de voir comment un problème posé au niveau européen a trouvé une solution au niveau européen, même si à l'instant T, elle peut contrarier les intérêts, fussent-ils légitimes, de tel ou tel pays. Il faut voir la vue d'ensemble, encore une fois, et dans le moyen et le long terme. Cela dit, la décision à la majorité que vous préconisez, qui semble être effectivement la seule solution si l'on veut gérer cette Europe de manière suffisamment unie, elle va se heurter, elle se heurte aujourd'hui très clairement comme vous le disiez vous-même, non seulement aux courants nationalistes, mais aux volontés des gouvernements. Aujourd'hui, quels sont les moyens, à votre avis, de convaincre les populations, leur gouvernement et leur parlement, d'aller vers un système majoritaire, seule solution pour l'avenir? Alors là, je parle à titre personnel, bien entendu, je n'engage personne, je reprendrai la théorie de l'avant-garde. Je crois qu'il est nécessaire, dans la situation actuelle de l'Europe, de relancer, au-delà du traité qui, je pense, va être mis en application. Le traité dit de Lisbonne va très probablement être approuvé par les 27, mais il faut commencer à voir au-delà. Il y a un problème qui se pose, c'est celui de la gestion de la zone euro. Les pays qui font partie de la zone euro ont des intérêts entre eux différents des pays qui ne font pas partie de la zone euro. Tout le monde peut entrer dans la zone euro, personne n'en est exclu, mais il faut que les pays de la zone euro acceptent de jouer le rôle d'avant-garde, encore une fois, sans fermer la porte aux autres. Quelqu'un a écrit, il n'est pas bon de le citer, mais il s'agit de Lénine, je le cite avec des guillemets, l'avant-garde, elle doit être 3 pas en avant. Si elle est plus de 3 pas en avant, elle se coupe du gros de la troupe. Mais si elle est moins de 3 pas en avant, ce n'est plus une avant-garde. Mais je crois qu'en ce qui concerne l'euro, autour des pays de la zone euro, il faut construire une politique économique et sociale assise sur cette monnaie unique, qui est tout de même une révolution extraordinaire d'avoir une monnaie unique. Alors cette zone euro, est-ce que vous imaginez qu'elle pourrait, elle, en tant qu'avant-garde, prendre ses décisions ou se doter, je dirais, d'un statut qui fait qu'elle travaille à la majorité? Le nouveau traité de Lisbonne permet des avancées, à condition, encore une fois, de ne fermer la porte à personne, mais de ne pas attendre que le plus retardataire des 27 ait donné son accord. Il faut expliquer ce qu'on veut, en toute clarté vis-à-vis de ceux qui sont prêts à aller de l'avant, et en toute clarté vis-à-vis de ceux qui estiment qu'ils ne sont pas encore prêts à aller de l'avant. Mais tout ça exige du courage. Vous savez, un journaliste posait un jour la question à Jean Monnet, « Est-ce que vous êtes pessimiste ?» Je ne sais plus dans quelles circonstances, ou optimiste. Et Monnet lui a répondu, « Je ne suis pas optimiste, je ne suis pas pessimiste, je suis déterminé. » Ce que nous cherchons actuellement, c'est des hommes d'État à la tête de nos différents gouvernements et des institutions européennes qui s'affichent et qui s'affirment comme déterminés à montrer la voie et à l'expliquer aux citoyens. Il va y avoir des élections en juin 2009. Vous pourrez lire le Parlement européen. Le Parlement européen a des pouvoirs. Il l'a montré en certaines circonstances. Comme tous les parlements composés de personnes de différents partis, des 27 États membres de l'Union européenne, est-ce que cette campagne électorale va être une juxtaposition de campagne nationale où on va voter dans tel pays pour madame une telle contre monsieur un tel, etc., etc. Ou est-ce que les différents partis vont, et la presse, vont expliquer les enjeux européens qui sont
devant l'élection de ce Parlement européen. C'est une occasion de sortir tous les problèmes que les citoyens ont au fond de leur cœur et de leur esprit vis-à-vis de l'Union européenne. Qu'ils élisent, quelle que soit la couleur de leur pensée politique, qu'ils élisent des candidats qui sont capables de porter leur message au Parlement européen. C'est le vœu que je souhaite. Vous aviez dit tout à l'heure que effectivement l'élargissement était une chose nécessaire, oui. Et l'Europe a répondu à ces demandes d'élargissement. Est-ce qu'aujourd'hui, si effectivement cet élargissement a causé aussi une difficulté d'unité plus grande, ce qui est évident, oui. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, le bilan de cet élargissement est positif? Est-ce qu'à long terme, vous pensez qu'il va contribuer à cette construction, ou est-ce qu'il va, au contraire, comme le craignent certains, être un affaiblissement durable? Difficile de répondre. Je crois qu'il peut contribuer, l'union fait la force, dit-on, il peut contribuer notamment à former un esprit européen qui dépasse même les frontières que nous étions accoutumés à mettre, ne serait-ce que dans nos esprits, autour de la première communauté assise. On parlait de la petite Europe. Personne ne parle plus de la petite Europe maintenant. Ben, ce qu'il faut, c'est que la grande Europe s'organise. Et dans tous les pays de la grande Europe, il y a des forces qui se prononcent dans ce sens d'un renforcement. Mais il y a aussi des forces qui ne veulent pas d'un renforcement. Et elles sont diverses, elles sont parfois de droite, parfois de gauche. Elles dépassent les clivages politiques nationaux. Ce qu'il faut, c'est que dans chaque pays, il y ait un certain nombre de personnes déterminées qui, encore une fois, sans des idéologies bien arrêtées, sans prononcer des grands mots qui parfois effraient, il faut qu'on montre clairement que la voie de l'avenir, c'est une voie qui emprunte nécessairement le chemin que nous connaissons, le chemin de l'intégration européenne. Alors, est-ce qu'il faut repartir à 12, à 15 autour de la zone euro? C'est ce que je crois, c'est ce qu'il y a probablement de plus immédiatement possible. Et il faudrait que les campagnes européennes dans nos différents pays en juin 2009 se fassent en abordant ces thèmes, et pas seulement de savoir si en votant pour telle liste dans tel pays, on fait plaisir ou pas au gouvernement en place dans ce pays. Je dirais que c'est secondaire. On ne vote pas pour le gouvernement de l'Allemagne, de la France, de l'Italie ou de Malte. On vote pour que le Parlement européen, qui va avoir des pouvoirs avec le nouveau traité, un peu plus qu'il en a actuellement, avec aussi des contrepoids nationaux, puisque les parlements nationaux peuvent demander une relecture d'un projet de décision de la Commission. Donc la subsidiarité joue à plein, mais encore faut-il, il ne faut pas confondre la subsidiarité et un frein sur les 4 roues. Donc être déterminé. Déterminé, je oui. crois qualificatif oui. qui s'applique particulièrement oui. bien à vous, monsieur Jacques René. C'est ce que j'ai appris auprès de Jean Monnet. Vous savez, j'ai appris beaucoup auprès de lui dans mes jeunes années, puisque j'ai travaillé de 1946 à 1952 à Paris avec lui, et ensuite de 1953 jusqu'à son départ en 1955 à Luxembourg, à la Haute Autorité du charbon et de l'acier, qui est à l'origine de cette construction européenne. Et alors, effectivement, déterminé, ça vous l'êtes, monsieur Jacques René Rabier. Et on vous remercie beaucoup au nom de la Fondation Jean Monnet. J'espère de rester jusqu'à mes 100 ans, mais j'ai encore une douzaine d'années pour y réfléchir. Un grand merci et à bientôt. Si vous souhaitez voir d'autres vidéoportraits, consultez le site Vitassumus qui met en ligne régulièrement nos interviews filmées réalisées à partir de 1978.